Bon, le paragraphe suivant, on va donc voir à quoi ça sert les idéaux, c'est à construire des anneaux quotients, de nouveaux anneaux grâce aux idéaux. Les anneaux quotients. Alors, la construction est la suivante, soit A un anneau, et I dans A un idéal. On introduit une relation sur A par, on va dire que A est en relation avec B, si seulement si A moins B appartient à I. On dit dans ce cas A congru à B modulo I. Ça nous rappelle dans Z, si I est l'ensemble des multiples de N, A moins B est un multiple de N, si seulement si A congru à B modulo I. On dit aussi que A est congru à B modulo I, dans ce cas. C'est la relation de congruence modulo I qu'on a définie. Et je trouve que c'est une relation d'équivalence. C'est une relation d'équivalence, ça se démontre très facilement. Et je vous laisse la vérification. Du coup, on peut considérer le quotient par cette relation d'équivalence. Donc on note A mod I au lieu de A quotienté par cette relation d'équivalence. Et donc c'est l'ensemble des classes d'équivalence. On peut l'écrire parce que c'est quoi tous les B, ou plutôt tous les A qui sont congrus à I, congrus à B modulo I. A est congru à B, c'est seulement si A appartient à B plus I. Translater I par B. Donc, c'est la translater I qui sont la classe d'équivalence. Donc en fait, on peut considérer, pour tout A dans A, on peut considérer le sous-ensemble A plus I. Où A plus I, c'est le translaté dans le sens classique, c'est, vous regardez A plus B, où B est dans I. C'est un sous-ensemble de A. Donc le quotient, c'est une collection de sous-ensembles de A, et tous les membres sont de la forme A plus I. Et d'ailleurs, tout sous-ensemble de la forme A plus I appartient au quotient. On se dit, ah ben c'est comme A finalement, parce que ici j'ai... Mais attention, cet élément A n'est pas uniquement déterminé. Il y a de la répétition ici. Je peux, pour des éléments différents de A, je peux avoir le même sous-ensemble ici. Et c'est tout l'intérêt du quotient, c'est que quelque part on identifie les éléments de A en les considérant comment dire, un terme I près, un terme de I près. Donc il faut faire attention, on dit, on a l'impression que ça ressemble à l'ensemble A, mais non, il y a des répétitions ici, bien sûr. Le cas le pire, c'est que si I est égal à A, dans ce cas-là, tout le monde est équivalent et vous n'avez qu'un seul élément ici. Ça, c'est A mod I, comme on dit A modulo I, hein, on appelle ça A modulo I. C'est l'ensemble A modulo I. Et on peut munir de deux lois. Donc on va dire A plus I. Je vais écrire les éléments comme ça, tant qu'à faire. A plus I plus B plus J, B plus I. Je vais prendre ces représentants A et B, je les additionne, que je sais faire dans A, et je rajoute I. Et pour les multiplier, je fais pareil. Je prends deux éléments dans cet ensemble A mod I. Je prends les représentants A et B, je les multiplie. Ça, c'est un élément de A. Je peux considérer le translaté correspondant de I.
Évidemment, c'est une escroquerie parce que, comme je viens de dire, si j'ai cet élément-là de A mod I, cet élément A n'est pas uniquement déterminé. Donc il faut vérifier que ça ne dépend pas des représentants, on appelle ça des représentants, de ces classes d'équivalence. Cela ne dépend pas des représentants A et B des classes d'équivalence A plus I et B plus I, respectivement. Il faut le vérifier. Je pense que vous avez vu ce genre de choses dans le cas de groupe abélien. Ici, c'est plus ou moins pareil. En tout cas, pour la somme, ça va. Pour le produit, il faut faire ça un petit peu. Mais je vais vous laisser ça à titre d'exercice. C'est quelque chose d'important à faire. Parfois, j'ai la notation, parfois ou même souvent, on notera A bar au lieu de A plus I. Donc A mod I, c'est donc l'ensemble des classes d'équivalence de A, donc je le note A bar pour la classe d'équivalence contenant A, la classe d'équivalence de A. Et on a donc la formule, c'est des formules un peu plus agréables. A bar plus B bar, c'est A plus B bar. Et A bar fois B bar, c'est AB bar. A fois B bar. Donc, on a un peu de notation. En fait, la proposition importante, c'est une fois que vous avez vérifié que les lois ici sont bien définies, c'est automatique que A mod I est un anneau. Unitaire si A mod I l'est. Hein. L'élément neutre multiplicatif, bien sûr, c'est la classe de 1. Et commutatif si A est commutatif. De plus, ce qui est important, l'application de passage au quotient, comme on dit, pi de A dans A mod I, défini par pi de A, c'est la classe de A, est un morphisme d'anneau. Ça c'est clair, je viens de l'écrire. A bar plus B bar, c'est A plus B bar, et A bar fois B bar, c'est AB bar. Et la classe de 1, c'est l'élément neutre multiplicatif de A sur I, donc ça démontre que ça c'est un morphisme d'anneau. Ça c'est important, ça crée un lien entre A et son quotient. A mod I, c'est l'anneau quotient de A par I. Et pi est le morphisme de passage au quotient. A mod I est le quotient, l'anneau quotient de A par I. Pi est le morphisme de passage au quotient. Les exemples, on en a déjà vu, hein, Z modo NZ. On a déjà précédé ces définitions en écrivant Z modo NZ. Z modo NZ est le quotient par définition, hein, parce que tout est calqué sur cet exemple-là. Bien sûr, les entiers modulo n, c'est le premier exemple d'un anneau un peu exotique. Hein, des entiers modulo n, où on fait le calcul d'addition et de multiplication modulo n. Et donc, Z modulo NZ,
Si on regarde bien la définition, c'est exactement un cas particulier de ce qu'on vient de faire. Donc z modulo nz est bien, tel qu'on l'a défini précédemment, est bien le quotient de z par l'idéal nz. Et le morphisme de réduction modulo n, c'est le morphisme de passage au quotient, forcément, parce qu'il n'y a qu'un seul morphisme de z dans z modulo nz. Donc ça, c'est pas très excitant. Ça commence plus intéressant si, par exemple, on fait ce genre de choses. Je peux prendre z crochet x, c'est un anneau intéressant, qui est un peu plus intéressant que z. Et je peux, par exemple, le quotienter par, je vais quotienter par x2 moins 2. Je prends un polynôme dans z crochet x, x2 moins 2, et je prends l'idéal engendré par x2 moins 2. Vous voyez, j'ai un idéal, et je peux quotienter. Donc je suis en train de regarder les polynômes dans z crochet x, modulo x2 moins 2. Notons alpha, la classe de x, dans A. J'ai un anneau et j'ai un élément alpha. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va juste pour... on a juste l'idée de regarder, on va calculer avec alpha. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai alpha puissance 1, ça va. Mais alpha puissance 2, ça risque d'être intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'alpha puissance 2 dans A? Alpha puissance 2, c'est la classe de x puissance 2. C'est la classe de x fois la classe de x. Mais je viens de dire que une classe fois une classe, c'est la classe obtenue en prenant le produit de deux représentants. Donc ici, je vais prendre x comme représentant pour les deux, et je prends x2. Ici, la parenthèse, ce n'est pas l'idéal engendré, bien sûr. Ici, c'était l'idéal, mais maintenant, c'est la parenthèse pour indiquer la priorité dans laquelle on fait les choses. Je prends d'abord x puissance 2 dans zx, et je prends sa classe. Vous voyez, x puissance 2 et moins 2 est dans l'idéal i ici. L'idéal en question, c'est x2 moins 2. Donc ça veut dire que x2 est congru. x2 est congru à 2. A est congru à b si a moins b appartient à i. Donc x2 est congru à 2 modulo i. Parce que x2 moins 2 est dans i. Donc ce x2 là, sa classe, c'est la même chose que la classe de 2. Et de la classe de 2... évidemment, la classe de 2, c'est juste l'entier 2 vu comme élément dans l'anneau A. Parce que 2, c'est 1 plus 1, ou je sais pas, il y a plein de façons de voir ça. En tout cas, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans cet anneau A, on a, en quotientant zx par x2 moins 2, on obtient un élément dont le carré est égal à 2. On a, quelque part, de manière très formelle, adjoint une racine carrée de 2. Alpha est une racine carrée de 2 dans A. Vraiment ça, ce qu'il faut garder en tête avec les quotients. Si vous quotientez par quelque chose, cet élément devient nul dans le quotient. Ici, x2 moins 2 devient nul dans le quotient. Donc par exemple, on peut en tirer plein de choses. Ce qu'on en tire, c'est que la classe d'x au carré est égale à 2 dans le quotient. Donc si je note alpha, alpha est au carré est égal à 2. Donc c'est-à-dire alpha c'est comme une racine carrée de 2. Son carré est égal à 2. Je ne sais pas quelle racine carrée c'est. Hein. C'est une racine carrée. Mais ça c'est ce qu'on fait en général. On peut faire d'autres exemples. Des questions, c'est clair? Par exemple, je peux prendre l'anneau engendré par l'anneau de polynôme xy et je quotiente par l'idéal engendré par le polynôme xy. C'est un seul polynôme, hein, de degré total 2, on ne va pas parler de degré total, mais c'est x fois y. Là, je peux encore noter A, la classe de x, bêta, la classe d'y. Vous avez alpha et bêta dans A. Qu'est-ce que c'est que alpha fois bêta? Alpha fois bêta, c'est la classe de x fois la classe d'y. C'est la classe de xy. Mais xy est dans l'idéal, donc c'est la classe de 0.
Et la classe de 0, c'est l'élément neutre additif, 0. Et on peut vérifier que alpha et bêta sont non nuls. C'est-à-dire alpha et bêta ne sont pas dans l'idéal. Vous voyez, ça permet de construire des anneaux où on veut avoir des éléments avec certaines propriétés. Si vous demandiez, si vous posiez la question, est-ce que dans un anneau, est-ce que c'est toujours vrai si je prends deux éléments non nuls, leur produit est encore non nul? Si je prends deux éléments non nuls, est-ce que leur produit est encore non nul? Si vous n'avez pas l'idée de prendre z modulo 6z ou quelque chose de ce genre-là, vous pouvez construire explicitement. Vous dites, moi je prends un anneau, je veux deux éléments, donc je prends l'anneau z, x, y, comme ça j'ai deux éléments, je veux que leur produit soit nul. Donc je quotiente par xy. Après je regarde, je vérifie que x n'est pas dans l'idéal engendré par xy, y non plus, ça se démontre très facilement à la main. Par contre, x fois y est dans l'idéal engendré par xy. Donc ce qui se traduit en disant que alpha et bêta sont non nuls dans A, mais leur produit est 0. Donc c'est l'exemple universel, dans un sens précis, d'un anneau contenant deux éléments dont le produit est nul. Vous voyez, le quotient est quelque chose de très très pratique. Ça permet de construire des anneaux avec des éléments ayant certaines propriétés. Le fait de quotienter par un anneau engendré par certains éléments, quotienter par un idéal, pardon, engendré par certains éléments, ça impose des relations sur ces éléments dans le quotient. Des relations qu'il n'y avait pas auparavant. Dans z, x, y, x fois y n'était pas 0. Si je veux que x fois y égale 0, je quotiente par l'idéal engendré par xy. Comme ça, dans le quotient, le produit devient 0. Bon, une proposition intéressante, c'est que si on analyse un peu, soit A un anneau et I un idéal, pi le morphisme de passage au quotient, alors pi est surjectif. Évidemment, parce que tout élément ici, c'est la classe de K1. Et qui c'est qui est envoyé ce 0? Uniquement les éléments de I. Et le noyau de pi, c'est I. En particulier, tout idéal est le noyau d'un morphisme. Donc on a vu que le noyau d'un morphisme, c'est un idéal. En fait, on a vraiment trouvé la bonne définition de la notion d'idéal, parce que réciproquement, un idéal est le noyau d'un morphisme, à savoir le morphisme de passage au quotient. Donc ça, c'est facile à démontrer, je vous laisse, je l'ai plus ou moins fait. Alors, ce que je voulais dire surtout, c'est la propriété universelle du quotient, parce que là encore, on a une construction explicite de ce quotient, mais en fait, on n'a pas envie d'être tenu à la construction. Parfois, on a d'autres constructions d'anneaux avec un morphisme qui ont les mêmes propriétés, qui se comportent comme si c'est des quotients. Donc on va caractériser le quotient d'un anneau par un idéal par la propriété universelle du quotient. Et après, ça permet d'élargir la notion de quotient et de parler d'autres morphismes comme des quotients. Donc voici la propriété universelle du quotient. Donc soit A un anneau et I dans A un idéal,
soit pi, comme toujours, le quotient, le passage, le morphisme de passage au quotient. Alors, pi envoie i sur 0. Je dis quelque chose de plus faible que de dire que le noyau pi est égal à i. Je dis que pi envoie i sur 0. Tous les éléments de i sont envoyés sur 0. Et pi est universel avec cette propriété. Et pi est universel avec cette propriété, c'est-à-dire pour tout un OB, et tout morphisme f de A dans B avec f de i égale 0, tout morphisme qui envoie i sur 0, il existe un unique morphisme je vais noter f bar de A modulo i dans B tel que f bar rond pi égale f. C'est plus parlant en diagramme. Autrement dit, le diagramme, un diagramme, je peux faire ce diagramme-là. J'ai A dans le quotient. J'ai pris un autre morphisme f. Alors il existe un unique morphisme f bar ici, tel que ce diagramme commute. C'est-à-dire, peu importe comment je vais de A à B, ou bien directement, ou bien comme ça, c'est pareil. Évidemment, c'est rien d'autre que dire que f est égal à f bar rond pi. Donc on peut voir ça comme une propriété de factorisation. C'est que pi, c'est un morphisme qui envoie i sur 0. Tous les éléments de i sont envoyés sur 0. Et dès que vous avez un autre morphisme de A dans n'importe quel anneau B qui envoie tous les éléments de i sur 0, alors ce morphisme se factorise à travers pi. C'est-à-dire, on peut l'écrire comme un produit de notre morphisme fois pi. Vous voyez ? On a vraiment factorisation. Si on interprète la composition comme un produit, ce qu'on peut faire, et qu'on voit qu'on a mis pi en facteur. On a écrit f comme quelque chose fois pi. Donc, une factorisation. Pour la démonstration, en fait, c'est très facile. J'ai déjà démontré que i est envoyé sur 0 par pi. Dire qu'il y a un unique morphisme tel qu'on a ça, en fait, ça dit comment définir f bar. Hein. La démonstration est très facile. Justement, on définit, pour l'existence, on définit f bar de A modulo i dans B par f bar de A bar. Alors, si je veux que f bar rond pi est égal à f, il faut absolument que f bar de A bar soit égal à f de A. Ça, c'est la traduction, pour les éléments, c'est la traduction de f bar rond pi égale à f, parce que A bar, c'est pi de A. Il faut vérifier que c'est bien défini. Parce que ici, j'ai utilisé le représentant petit a de cette classe pour définir l'application. Il faut vérifier que c'est bien défini et que c'est un morphisme. Vous pouvez faire ça à la main, ou bien vous pouvez utiliser le fait que si vous avez ici, là vous avez un morphisme surjectif, là vous avez une application ensembliste, là vous avez un morphisme, dans ce cas-là, forcément, celui-là est un morphisme, si le diagramme commute. Mais vous pouvez aussi le faire à la main.
Évidemment, vérifier que c'est bien défini, c'est là où on utilise que f de i est égal à 0. Et c'est un morphisme. Donc ça montre l'existence. L'unicité, c'est évident parce que pi est surjectif. Donc si vous voulez que ça commute, si j'ai un élément ici, comment l'envoyer d'un B? Je n'ai pas le choix. Je prends un antécédent et je dois forcément prendre l'image de cet antécédent. Donc vous voyez, je n'ai pas le choix pour l'unicité. Mais vous voyez, ça n'a pas d'importance. La construction du quotient n'a pas d'importance pour cette propriété. Je peux dire qu'un quotient, c'est n'importe quel morphisme de l'anneau A dans un anneau que je vais appeler Q, parce qu'on y pense comme le quotient, qui a cette propriété-là. Il peut y en avoir d'autres morphismes qui ont cette propriété-là. Donc on va définir qu'un quotient, donc soit A, un anneau, et I, un idéal de A, on dit qu'un quotient, pour ne pas dire le quotient encore, un quotient de A par I est un anneau Q muni de morphisme ρ de A dans Q qui a la propriété qu'il envoie I sur 0 et qui soit universel pour ça et qui satisfait la propriété universelle. Bon, peut-être que ρ de I égale 0 fait partie de la propriété universelle, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire, pour tout anneau B, et pour tout morphisme f de A dans B tel que f de I égale 0, il existe une unique application morphisme, je ne vais peut-être pas, oui pourquoi pas, on l'appelle f bar. F bar de Q dans B, tel que, c'est le diagramme commute en remplaçant A sur I par Q et pi par ρ, tel que ce diagramme commute. Pourquoi pas? Pourquoi pas dire que tout morphisme qui a cette propriété-là, je vais appeler ça un quotient. L'intérêt des propriétés universelles, c'est qu'ils déterminent de manière unique, ils sont déterminés de manière unique. La proposition automatique, c'est que il soit toujours A un anneau et I dans A un idéal. Soit ρ de A dans Q un quotient de A par I, comme je viens de définir, un quotient de A par I, c'est un morphisme, c'est un anneau et un morphisme, donc c'est juste le morphisme A dans Q, parce que Q est déterminé par le morphisme, qui a cette propriété-là. Alors si j'ai un quotient, alors il se trouve qu'il est isomorphe à modulo I. Dans un sens fort, alors il existe un isomorphisme d'anneau, comment je l'appelle, F de A modulo I dans Q, tel que F rond pi égale ρ. La démonstration, elle est intéressante parce que c'est complètement formel.
Regardons. On a... Déjà, je veux construire un morphisme de A mod I dans Q. Comment construire... Qu'est-ce que ça nous apprend, la propriété universelle? Ça nous apprend que pour définir un morphisme sur le quotient, en fait, il suffit de définir un morphisme sur A, qui a la propriété qui envoie I sur 0. Or, ρ envoie I sur 0. Donc, si j'applique la propriété universelle de quotient à pi, j'ai un morphisme. Tout à l'heure, j'avais appelé f bar, mais maintenant je l'appelle f, parce que je n'ai plus de f, donc je l'appelle f. Donc ça m'implique, il existe f. Je m'en fiche que ce soit unique, je veux l'existence pour l'instant. Il existe f tel que de A mod I dans Q, tel que f rond pi égale ρ. D'accord? Je vais démontrer que f est un isomorphisme. Donc il me faut un morphisme dans l'autre sens. Je n'ai pas envie de vérifier que f est bijectif. Je ne vais pas travailler avec des éléments, je vais juste avoir des arguments généraux. Je vais regarder maintenant encore ce diagramme et je dis que ρ est un quotient. Ρ satisfait la propriété universelle et pi envoie I sur 0. Donc là, parce que ρ satisfait la propriété universelle du quotient, j'ai un morphisme dans ce sens-là. Donc il existe G de Q dans A mod I, tel que G rond ρ égale pi. J'inverse les arguments là. Ici, c'est parce que A mod I, c'est un quotient. Et là, c'est parce que Q est un quotient. Et maintenant, on va démontrer que f rond G et G rond F, c'est l'identité. Je mets les deux triangles bout à bout. Par exemple, je mets, faisons f rond G, donc j'ai A dans A mod I, avec F, je vais dans Q, et G va de Q dans A mod I. Donc ici, je peux composer, et j'ai donc G rond F. Mais ce diagramme commute. Donc G rond F, oui, pi est un quotient, ce pi-là est un quotient, et celui-là envoie I sur 0. Donc il n'y a qu'un seul morphisme qui fait commuter ce triangle. Mais je connais un autre, c'est l'identité, bien sûr. L'identité fait commuter aussi. Donc j'en ai deux. J'ai l'identité qui fait commuter ce triangle, et j'ai G rond F qui fait commuter ce triangle. Alors d'après l'unicité, G rond F est égal à identité. Oui, c'est miraculeux. Et de même, f rond G est égal à l'identité, en les concaténant dans l'ordre différent. De même, f rond G égale identité. Et donc f c'est un isomorphisme. Et on a cette propriété-là. Oui, il n'y a pas besoin de travailler avec des éléments, des anneaux. Il n'y a besoin de rien. Il n'y a pas besoin de vérifier que les morphismes sont bien définis, parce qu'on ne s'appuie que sur la propriété universelle du quotient. Bon, mais ça, c'est pas pratique pour savoir quand est-ce qu'un morphisme est un quotient, s'il faut vérifier cette propriété universelle. Vous vous en doutez qu'on a en fait un critère, un morphisme ρ dans A dans Q, avec les notations précédentes. Donc je me donne un idéal I dans A qui est envoyé sur 0. Donc, je me donne ça, alors ρ est un quotient de A par I, si et seulement si, les deux conditions de tout à l'heure qui étaient vérifiées pour le quotient, le passage au quotient classique, si et seulement si I
c'est le noyau de ρ, et ρ surjectif. Donc on peut très facilement vérifier quand est-ce qu'un morphisme est un quotient. Il suffit de déterminer son noyau et de vérifier que son noyau est égal à I et qu'il est surjectif. Donc ça, je vais vous laisser comme exercice. Bon, pour l'instant, on ne voit pas bien à quoi ça sert, hein, mais ça va, il va y avoir des exemples où on va pouvoir appliquer ça. Voilà, donc je vais... Bon, pour les exemples, on verra des exemples plus tard. Je vais m'arrêter là. Merci.